Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode témoignage en droit de la famille. Léa est maman d'une petite fille de moins de 2 ans, anciennement pacsée, et elle vit une séparation avec le père de sa fille. Nous avons abordé de nombreux sujets liés à la séparation, le choc en premier, les premières choses qu'elle a mises en place, le fait de vivre dans 2 villes différentes, ce qui l'a aidé dans ses démarches, ses ressentis et son organisation pour elle et pour sa fille. Nous avons également évoqué des questions plus juridiques puisque Léa n'a pas été accompagnée par un avocat, mais a utilisé la convention parentale pour s'organiser avec son ex-compagnon. Un épisode qui, je le pense, est riche en conseils, pratiques, juridiques, mais surtout un beau témoignage qui sera d'une grande utilité. Encore un grand merci à Léa pour ce partage. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube Le Comptoir Durable ou sur son compte Instagram du même nom. Et si vous-même vous souhaitez participer et témoigner, n'hésitez pas à me contacter via Instagram sur notre compte Wave Avocat ou Je peux pas, j'ai avocat ou par mail. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en nous mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute ou en nous laissant un avis. Bonne écoute. Hello, alors du coup je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, je suis maman d'une petite Alma qui a bientôt 2 ans, donc qui a exactement 21 mois, comme on dit. Et du coup, je suis séparée de son papa depuis maintenant 6 mois, donc c'est très, très récent. Donc voilà pour la partie personnelle et aussi puisqu'on va l'aborder aujourd'hui. Et sinon, je partage aussi beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, depuis 2018. Je partage sur l'écologie, maintenant sur la parentalité et maintenant sur ce que je traverse. Donc voilà, sur mon quotidien. Effectivement, donc c'est d'ailleurs, je te remercie grandement d'avoir accepté mon invitation. C'est parce que j'ai suivi ton compte de manière personnelle et il y a eu effectivement une période de séparation dont on va parler. Et donc forcément, j'ai souhaité t'avoir dans le podcast pour que tu puisses partager ton expérience. Mm-mm. Comme tu l'as dit d'ailleurs dans un de tes posts qui m'a poussé à te contacter, c'est que c'est un sujet qui reste très personnel et parfois difficile à partager. Et on a tendance à avoir très peu de témoignages sur le sujet. Et c'est ce que toi-même t'as ressenti et ce que tu disais dans ce post. Ouais. En fait, moi, je vois sur les réseaux certaines personnes qui en parlent, peu, mais du coup, ça me fait du bien de voir que je suis pas seule dans cette situation, que c'est le quotidien de beaucoup d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit, pourquoi moi, j'essaierai pas d'en parler. Alors bien sûr, c'est compliqué, hein, on sait aussi pourquoi peu de personnes en parlent, parce que c'est très personnel, c'est très intime. C'est une période dans laquelle déjà, même nous, on est un peu perdu et on est totalement, notre vie est totalement chamboulée, donc c'est difficile en plus de l'exprimer, de mettre des mots et d'en parler à des gens sur les réseaux forcément que peut-être qu'on connaît pas, etc. Mais en fait, ça me fait du bien de voir que ce sujet est abordé par d'autres personnes que je suivais. Du coup, j'essaye d'en parler aussi à mon Ouais, manière. et un grand merci pour ça. Je pense que ça va pouvoir servir à pas mal de monde. Et donc, merci d'avance pour ton partage, parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile. Donc, on va un peu revenir sur le départ. Donc, toi, déjà, peut-être, ça faisait combien de temps que tu étais avec le papa de ta fille, à peu près? Alors, avec lui, ça faisait 9 ans et demi, donc là, ça allait faire 10 ans que j'étais avec lui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais en études supérieures. C'était vraiment voilà mon premier grand amour, la première personne avec qui j'ai habité, qui a vraiment rencontré ma famille, etc. Donc c'était vraiment la personne avec qui j'étais soudée depuis 10 ans. Ouais, la première vraie relation sérieuse, et donc Oui, avec qui tu as construit petit à petit et fait un bébé. exactement. Et voilà. Et du coup, donc vous êtes séparés, tu le disais, depuis 6 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, sans rentrer évidemment dans les détails? Vous le savez, ici, on n'est pas sur un podcast hein, pour faire du sensationnel ou trop de personnel. Le but, c'est vraiment de partager. Donc voilà, sens-toi libre
par rapport à Oui. ça? Alors en fait, du coup, ça faisait déjà un petit moment que ça allait pas entre nous, du moins que moi je le ressentais, que j'essayais de le verbaliser. Après, on sait que quand on a un bébé, quand on vient d'avoir un bébé, c'est compliqué. Voilà, maintenant je trouve qu'on en parle de plus en plus, donc on sait que dans le couple c'est dur, et cetera. Donc c'est vrai que je m'étais un peu rattachée à ça en me disant, des fois je vois des gens qui partagent aussi ça, je me dis: «Ah bah, c'est vrai qu'eux ça va pas non plus. Bon bah, c'est peut-être normal, c'est peut-être une phase qui est transitoire, et cetera», jusqu'au jour où je me disais qu'il y avait de plus en plus un problème et je me suis rendu compte qu'en fait lui avait quitté le navire entre guillemets. Donc voilà, le jour où j'ai vraiment su que j'étais la seule investie dans cette relation, j'ai compris en fait, on va dire tout plaqué du jour au lendemain. Enfin, ça s'est vraiment fini assez violemment du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais partie de ces personnes qui ont vécu finalement une séparation très abrupte, même si, comme tu l'expliques, a priori, c'était quelque chose qui n'était pas notamment totalement inattendu, mais quand même, la décision de séparation et la séparation elle-même, ça s'est fait a priori de manière très rapide. Oui, en fait, quand on est dans quand on réfléchit à séparer et cetera, ça a rien à voir avec le fait de vraiment passer à l'action et de vraiment se séparer. Donc même quand on en parle, on se dit que ça va pas, enfin, en tout cas moi, pour moi, dans ma tête, c'était toujours, voilà, j'aborde la chose parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on va pas séparer, quoi. C'est pas possible, ça va pas nous arriver, et cetera. Donc en fait, c'est vrai que même si on en parle avant, j'étais un peu dans le déni de me dire: «Bon, ça va pas, mais ça va aller, quoi». Et en fait, quand la séparation arrive vraiment et que ça y est, c'est sûr que ça reste un choc énorme, et très, très violent, quoi. Oui, c'est un peu un cataclysme, surtout que ça change finalement ta vie du jour au lendemain, parce que donc, pour le contexte, vous aviez également donc un appartement Oui, on ensemble. avait acheté un appartement, ouais. Voilà, donc ça implique aussi un certain nombre de conséquences. C'est des questions que se posent beaucoup de personnes au moment de la séparation. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, ce qui est souvent ressenti à ce moment-là, c'est de se dire, bah, il faut penser à tout en fait. Est-ce que tu as ressenti cette impression de te dire, par quoi je commence? Qu'est-ce que Ouais, je en dois fait, clairement, c'était ça, mais c'est aussi dans un sens, ce qui m'a sauvée, alors «sauvée» entre guillemets, mais ce qui a été un moteur au début, ça a été vraiment de passer à l'action, de me dire: «OK, bah, maintenant on est séparés». Enfin ça c'est tout moi, hein, c'est pas très in on réagit un peu comme on peut, mais en mot c'était maintenant on est séparés, qu'est-ce que je fais? Donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut qu'on vende l'appartement, il faut voilà. C'était ma façon en fait d'aller de l'avant et de me dire, bah, au plus vite toutes ces actions seront faites, au plus vite ma peine passera, ma tristesse passera et je pourrai passer à autre chose en fait. C'était un peu ma seule façon d'avancer sur le moment. Donc, dans un sens, il y a beaucoup de choses, oui, mais c'est ce qui m'a permis au début de me dire, bah ok, on y va par étapes et maintenant il faut y aller, quoi. Ouais, tu fais partie, là encore, de ces personnes qui sont vraiment dans l'action et qui ont un besoin presque urgent Mm, de régler les choses et de passer à autre chose, j'ai ouais, l'impression. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, donc sachez-le, si ça vous arrive, c'est normal, entre guillemets. Pareil quand vous êtes marié, parce que toi, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, oui, vous n'étiez pas marié, hein, vous mm. étiez en concubinage, On peut-être était vous étiez, paxés. voilà, vous étiez Ouais, paxé. Ça veut dire que c'est différent forcément du mariage. Juridiquement parlant, c'est important que je le précise. La mm, séparation n'est pas la même quand on est marié et quand on n'est pas marié. Mais c'est la même chose pour les enfants. C'est juste que la procédure est un peu différente, mais il faut bien comprendre que les conséquences d'une séparation pour les enfants seront les mêmes in fine que dans le cas d'un divorce ou dans le cas d'un concubinage classique. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on n'est pas marié, forcément, on peut driver tout de suite beaucoup plus de choses que quand on divorce où on est un peu dans l'attente. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas régler comme ça. Par quoi tu as commencé? Parce que je crois que quand on en avait discuté en off, tu m'avais dit aussi que tu avais un peu regardé sur Google, tu avais regardé des infos. Donc, est-ce que ça t'a aidé aussi à ce moment-là? ouais. En fait, comme je disais, j'étais dans une démarche un petit peu avant la séparation de me dire: «Il y a quelque chose qui va pas», et petit à petit, j'avais fait mon cheminement de me dire, bah, peut-être qu'on va être amenés à se séparer, mais par contre, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe si on se sépare, quoi? Comment on s'organise? Donc moi, j'ai quand même ce truc très terre à terre et très organisation qui fait qu'il faut que je sache où je vais. Donc j'avais commencé à regarder, une fois, voilà,
énervée, etc. Bon, bah, je regarde comment on se sépare, enfin, comment se séparer avec un enfant. En fait, parce que quand on fait un enfant, enfin, moi, dans ma tête, c'était clairement pas l'option de se séparer, encore moins si tôt. Et du coup, c'est clairement pas quelque chose. Enfin, je savais rien du tout. Je savais pas comment faire, je savais pas ce qui était possible. Et oui, j'ai eu le réflexe de regarder sur Google, qui est peut-être pas le meilleur des réflexes, mais du coup, ça m'a apporté quand même des infos plus ou moins douteuses qu'on en avait parlé ensemble, mais en tout cas, ça m'a apporté l'info que c'était possible en tout cas de faire quelque chose à l'amiable. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, la convention parentale. Donc je me suis renseignée sur qu'est-ce qui était possible comme mode de garde. J'ai vu qu'à partir de... Enfin, qu'avant 3 ans, c'était pas conseillé, voire peut-être j'avais compris même c'était pas possible de faire la garde alternée, et donc du coup qu'il y avait forcément quelqu'un qui avait la garde. Après, moi, ça s'est plus fait dans ce sens-là aussi, puisque naturellement, en fait, c'est moi qui ai eu la garde et qui l'ai aujourd'hui, et depuis toujours, ça s'est un peu fait comme ça, puisque je travaille de la maison, je travaille un peu comme je veux, j'ai pris aussi un congé parental, j'ai beaucoup gardé Alma depuis qu'elle est petite, etc. Donc, c'était forcément un petit peu naturel que ce soit moi qui l'ai. Et du coup, pour moi, ouais, la garde alternée n'a pas forcément été une option. Alors que tu m'avais dit que finalement, Ouais, c'est vrai que ça, c'est tellement intéressant quand j'ai ce genre de retour, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand on n'est pas marié, on n'est pas obligé de divorcer, et donc on n'a pas forcément une procédure judiciaire stricto sensu de divorce avec l'accompagnement d'un avocat. Donc, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, ça c'est une chose, mais au-delà de ça, c'est vrai que du coup, il y a tout un tas de personnes qu'on ne touche pas forcément, comme toi, qui n'ont pas fait appel à un avocat, on en reparlera après, et qui ont des infos autres en fait que des infos données par un professionnel de justice, avocat ou parfois même association, il faut savoir le dire aussi, qu'il y a des associations parfois dans vos mairies, etc., qui peuvent vous aider et vous donner un vrai conseil juridique avec parfois des avocats qui font des permanences. Donc ça, c'est bien aussi, je le glisse, ça peut servir. Et par rapport à tout ce qui concerne les enfants, alors Google c'est très bien, moi-même pour ma vie autre, je l'utilise et tout ça. C'est une première démarche qui est très bien à faire. Il faut faire attention parce qu'évidemment, il y a de tout. Et quand on connaît rien, et puis par rapport aux enfants, on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de on-dit, de choses qu'on pense être légales, en fait, acquises et qui ne le sont pas. Donc par exemple, souvent, les personnes pensent que la loi prévoit tout dans le moindre détail. Par exemple, ils vont se dire, bah, mais ils vont poser une question, ils vont dire, mais qu'est-ce que prévoit la loi par exemple, tu le disais, à partir de quel âge on peut faire une résidence alternée. Mais en fait, il faut avoir conscience que la loi, elle prévoit vraiment juste les grandes règles, et après, c'est de la jurisprudence, donc des décisions de justice, ou alors c'est les avocats et tout le reste qui vont développer votre situation personnelle. Et en fait, chaque situation est différente. Donc, par exemple, la résidence alternée, il n'y a pas de règle plus de 3 ans, moins de 3 ans. Ça, juridiquement, ça n'existe pas. Après, c'est vrai qu'on a des espèces de principes qui reviennent, des jurisprudences qui reviennent, parce que le juge va décider, si jamais vous n'êtes pas d'accord, par rapport à l'intérêt de l'enfant. Donc forcément, un bébé, quand ils sont tout petits, comme ta fille, etc., quand on va vivre dans des endroits séparés d'une importante distance, quand il y en a un qui travaille beaucoup, voilà, c'est plus ces critères-là qui vont être pris en compte, plutôt que l'âge pur de l'enfant. Ça, je tiens quand même à le dire, parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir des a priori qui faussent toute la relation ensuite quand ça se passe mal, parce qu'on part de présupposer en disant de toute façon ça va être comme ça, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et donc il peut y avoir des désillusions, des problèmes qui se posent, alors qu'on pourrait ne pas en avoir. Donc, juste, ça existe, des résidences alternées pour les bébés. Ça existe, par exemple, que des parents se mettent d'accord, 2 jours, 2 jours, 2 jours, et puis ils enchaînent comme ça. On a même vu ça pour des tout petits. Et à l'inverse, ça existe pour les grands, parce qu'il y a le préjugé inverse, où on se dit, bah, par exemple, Oui. il y en a certains qui viennent et qui me disent, bah, de toute façon, à compter de 12 ans, ce sera forcément la résidence alternée, ou à compter de 12 ans, l'enfant choisit. Pareil. Ouais, c'est vrai, mais même moi, pour ma fille, déjà eu cette réflexion, hein, de Ah, me tu dire: «Bon, bah, après ce sera alterné», ouais, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, on a plein de préjugés qui sont pas forcément réels. Parfois, ça n'a pas de conséquences, mais parfois, ça peut entraîner des désaccords qui en fait pourraient être évités si vous étiez conseillé par rapport à ça.
Donc ça, c'est un petit conseil. Pareil, ça, on en avait parlé aussi. Si vous avez peur, parce qu'on va parler de pourquoi tu n'es pas allé voir un avocat, mais si ça vous inquiète d'aller voir un avocat, si vous trouvez que l'avocat c'est austère ou vous trouvez que ça va vous coûter tout de suite très cher, il y a tout un tas d'avocats qui font des consultations en one shot en fait. Une consultation ou un appel téléphonique, vous pouvez réserver. On a le CNB qui est une plateforme, vous choisissez un avocat près de chez vous, loin de chez vous. Voilà, vraiment, il y a plein d'alternatives pour assez peu cher finalement. Je vous donne un exemple. Nous, au cabinet, le premier rendez-vous, il est à 60 € et c'est 1 heure. Donc, j'ai des gens, moi, qui viennent 1 heure, on fait juste le point et après, ils font comme ils veulent, mais ça leur permet d'avoir le socle juridique en fait, que Google ne vous apportera pas par rapport à votre situation personnelle. Que c'est la même chose, nous, vous le savez, on fait des vidéos sur YouTube, on a nos podcasts. Souvent, les gens nous posent des questions. Oui, mais comment ça se passe en commentaire, en message privé, etc. Et souvent, quand on leur dit, oui, je peux vous donner la règle, mais il faut surtout que je sache, vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, en fait, pour pouvoir vraiment vous donner un vrai conseil. Parce que la loi, elle est trop large pour que ça puisse être aussi simple, en fait. Voilà. Petite digression de ma part, mais je pense que c'est important qu'on comprenne un peu le contexte et puis, du coup, ce qui peut être apporté comme plus-value par rapport à l'avocat. Puisque toi, alors on va en parler, comment ça s'est passé. Donc toi, tu avais vu sur Internet que tu pouvais faire une convention parentale. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as fait ça, comment tu as vécu ça? Ouais. Je trouve ça top ce que tu disais parce que justement, je l'apprends avec toi et pour moi, l'avocat, c'était vraiment on va aller à la guerre, quoi. On va se fighter. Si on prend chacun un avocat, ça y est, ça veut dire qu'on n'est plus d'accord. J'avais pas du tout cette optique de me dire, on va consulter, limite peut-être même ensemble pour voir ce qui est possible de faire. Enfin, en fait, non, pour moi, c'était tout de suite, ouais, un peu la guerre. Ça allait être long, compliqué, cher, etc. Donc j'avais vraiment toutes ces images en tête. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment bien pour se faire accompagner aussi. Moi, ouais, dans ma tête, je me suis dit, je vais éviter clairement, je vais éviter les avocats, malheureusement. Et on va faire quelque chose à l'amiable pour que ça aille, pour que ça soit le plus simple. Déjà, pour que ça soit à l'amiable, puisque comme ça, au moins, on reste sur des bases saines, entre guillemets, pour que ça aille plus vite aussi. Je me suis dit, s'il y a moins de procédures, tout ça, ça ira plus vite. Et je me suis dit, on va peut-être arriver à se mettre d'accord. Et au final, voilà, j'ai trouvé un modèle de convention parentale sur Internet que j'ai imprimé, qui est pré-rempli et donc qui demande par exemple le mode de garde, qu'est-ce qu'est la garde, est-ce que c'est une garde alternée, évidemment les coordonnées de chacun, qui est la mère, qui est le père, etc., l'enfant, et aussi qui prévoit la pension alimentaire. Voilà, donc moi pour la pension alimentaire, pareil, j'ai cherché le barème légal de pension alimentaire selon le salaire de la personne et j'ai pris la case en face quand tu as un enfant, point barre, et j'ai mis ça dans la convention, etc. Et en fait, voilà, on est parti sur cette convention qu'on a signée, qui ensuite peut être, alors tu me dis si je me trompe, mais du coup, qui peut ou non être homologuée par un juge. Moi, j'ai voulu le faire comme ça, enfin, au moins c'est acté, c'est validé par la loi, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, que ce soit pour lui ou pour moi, on est entre guillemets protégé par cette convention, parce que sinon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, si on signe ça, nous, ça n'a pas forcément de valeur juridique. C'est vrai que quand on se met d'accord, donc comme ça, hors avocat, que vous mettez d'accord entre vous, donc déjà le CERFA que tu as pu trouver sur Internet, c'est-à-dire le document, ça effectivement c'est assez facile. Je pense que tu l'as trouvé sur le site du gouvernement, à mon avis, quand tu Oui, as oui, sur oui, Google. Il vous demande tout un tas de documents, il faut aussi donner des oui, pièces. Hein, je oui, pense oui, que, tout à fait. voilà. Donc il faut constituer un petit dossier, ce que ferait d'ailleurs un avocat si vous passez par un avocat. Et ça peut être fait par vous directement, hein, il n'y a pas de souci. Vous envoyez ça au tribunal pour que ce soit homologué par un juge. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que comme ça, s'il y a des soucis d'exécution, c'est-à-dire qu'il y en a un qui change d'avis, s'il y a la pension alimentaire qui n'est pas payée, voilà, ce genre de choses, vous avez une convention qui vaut jugement, si vous voulez, enfin, qui vaut voilà, un vrai acte qui a été prononcé par un juge, etc. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure exécution. Et après, s'il faut remodifier derrière parce qu'on ne s'entend pas, etc., vous avez une base qui a été homologuée par le juge qui va regarder que l'intérêt de l'enfant soit respecté, que vos intérêts soient respectés. Voilà, vous êtes sous l'égide du judiciaire, donc oui, c'est mieux. Surtout que
tu l'as fait, c'est très rapide entre guillemets. Oui. Alors bon, après les délais, ça dépend de chaque ville une fois que vous avez déposé vos dossiers. Mais en soi, la constitution de ton dossier n'a pas été si complexe que ça. Je pense que tu n'as pas mis Non, trop ouais. longtemps. Quand on est à peu près à l'aise avec l'administratif, tout ça, ça ne pose pas de réelles difficultés. Là où ça peut en poser, c'est vraiment sur le fond, c'est sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide. Donc forcément, ça exige de vous que vous alliez faire des recherches, ou que vous écoutiez les podcasts, ou que vous voyez d'autres éléments pour savoir qu'est-ce que ça veut dire aisance alternée, qu'est-ce que ça veut dire pension alimentaire. Toi, tu as trouvé qu'il y avait un barème. Alors ça, oui, il y a un barème de pension alimentaire. C'est un barème qui est indicatif. Donc, c'est-à-dire qu'il est là pour donner une indication, pour qu'on ne parte pas non plus tous dans tous les sens. Et donc, vous prenez les revenus de celui qui est censé payer la pension alimentaire, donc celui qui n'a pas la résidence de l'enfant. Et ensuite, vous regardez selon le nombre d'enfants, selon le droit de visite, si c'est un droit de visite qui s'exerce de manière entre guillemets classique, un week-end sur 2, la moitié des vacances, ou alors si c'est un droit de visite, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une petite colonne droit de visite réduit, voilà, donc vous avez des espèces de petites subtilités pour pouvoir adapter, mais il faut bien penser que tout ça c'est indicatif, donc dans la plupart des cas ça peut tout à fait s'adapter, mais il faut penser aussi, il y a par exemple des enfants qui peuvent avoir des soucis de santé, des enfants qui sont dans des établissements scolaires, par exemple type Montessori, etc., beaucoup plus onéreux. Il peut y avoir tout un tas de situations dans lesquelles la pension alimentaire que tu as vue sur le barème ne sera pas suffisante, ou à l'inverse sera trop élevée parce que oui, il gagne tant, mais en fait à côté il a un emprunt énorme, ou à côté il y a un surendettement. Enfin voilà, c'est vraiment indicatif. Là encore, ça permet à nous avocats de juger selon votre situation, mais ça peut être effectivement utilisé. Sachez que ça existe et que tu l'as trouvé, donc c'est facilement trouvable. Voilà. Et par contre, du coup, il y a une question qui me vient sur le fait de changer, parce qu'en effet, tu dis par exemple une école, ou si en effet, je sais pas, ma fille dans des années fait une école de commerce qui coûte un bras, etc. Comment tu fais pour réévaluer ça? Est-ce que tu dois repasser devant le juge, te remettre d'accord? Enfin, comment ça se Ça, passe? c'est super intéressant comme question. Donc, effectivement, vous fixez quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu as fixé dans ta convention, elle a été fixée en 2021 parce que ta fille a tel âge, parce qu'elle a tel frais, etc. Mais tout ce qui concerne les enfants peut être modifié tout au long de leur vie et tout au long de la vôtre, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants financièrement. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que ta fille touche un salaire, puisse subvenir elle-même à ses besoins. Vous deux parents, vous devrez participer. Donc, certainement que ça va arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'elle est petite, elle ne va pas encore à l'école, sauf si je me trompe. Non, mais t'as raison. Voilà, donc il va y avoir la question de l'école, ensuite du collège, ensuite du lycée, elle va peut-être faire des activités, elle va peut-être, justement, vous allez peut-être faire le choix d'une école particulière, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se poser. Et dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est tenter de se mettre d'accord, évidemment. Donc dire à la personne, donc soit le papa, la maman, les mamans, peu importe votre situation, configuration familiale, essayez de discuter. Voilà, il y a tel frais, il y a telle chose, la situation a évolué. Dès lors qu'il y a un élément nouveau, on peut modifier. Donc soit à l'amiable d'abord, donc tu peux refaire le même principe que ce que tu as fait, tu fais une requête, c'est une requête, mais tu peux faire une petite requête au juge ou une nouvelle convention en indiquant la pension allait de temps parce que telle chose. Soit, si vous n'êtes pas d'accord, il faut aller devant le juge. Et c'est le juge qui tranchera selon vos situations respectives, etc. Donc là, pareil, évidemment, je vous conseille d'être accompagné par un avocat. Sachez aussi que si vous avez des faibles revenus, on a des mécanismes, un mécanisme de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle totale ou partielle qui peut prendre en tout ou partie des frais de votre avocat, des honoraires de votre avocat. Effectivement. Ça me semble loin, mais bon, il faut oui, y penser quand même. C'est encore loin. Et d'ailleurs, petite précision aussi, bon, du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui parle dans ce podcast. Après, je te laisserai vraiment. Bah non, mais c'est hyper intéressant. Franchement, quand on est dans mon cas, en tout cas, enfin, bon, voilà, si j'avais découvert ton podcast, j'aurais adoré entendre tout ça. Donc, franchement, je t'en prie. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à ta convention, par exemple, même le droit de visite que tu as établi avec le papa, c'est vraiment à défaut d'accord. C'est-à-dire que si jamais le papa te dit pendant les vacances, est-ce que finalement je peux la prendre 3 jours de plus, ou à l'inverse, est-ce qu'on peut échanger nos vacances, etc.
Mais alors vraiment, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Et si un jour vous passez de manière totalement différente, il n'y a pas de souci. Parce que les gens aussi, du fait que ce soit indiqué quelque part qu'il y a un document, etc., certaines personnes se sentent obligées de suivre à la lettre le document. Peut-être qu'elles ont elles-mêmes rédigé. Mais en fait, ce document, il a vraiment vocation à intervenir que quand vous n'êtes pas d'accord. Mmh. Sinon, vous faites comme vous voulez, en fait. Voilà. Il faut vraiment se dire que si on fait de l'amiable, le but aussi, c'est de s'arranger. Si un week-end, je sais pas, tu es censé avoir un Alma et puis finalement tu l'as pas, au lieu je sais pas, de demander à une amie ou de demander à quelqu'un de la famille, si le papa est disponible et a envie de la prendre, bien évidemment, il y a aucun souci et ça va pas tout modifier. Voilà, faut pas avoir peur de s'adapter. C'est juste qu'on a besoin d'une base dans l'hypothèse où on n'est pas d'accord pour Mmh mh. éviter les discussions incessantes, quoi. Et ça, c'est une question qui revient aussi, donc comme ça, j'ai pu la Mmh. glisser. En fait, ça me fait penser que, là, ce que tu dis, je pense qu'on le fait quand même parce que, il y a des semaines où la semaine des vacances, par exemple, il va pas la prendre du lundi au dimanche. Parfois, il va faire vendredi parce que ça nous arrange tous les 2 et qu'on arrive à s'arranger. En fait, le truc, c'est que quand du jour au lendemain, tu te sépares d'une personne, tu ne sais pas comment elle va réagir en face. Moi, c'était ça ma première question, en fait. Je me suis dit: «Mais maintenant, comment va être notre relation?» Et du coup, j'ai eu ce besoin de tout de suite cadrer avec la convention parce que je me suis dit: «Ça se trouve, en fait, on en avait parlé avant, mais finalement, il va pas du tout vouloir me laisser la garde. Finalement, il va vouloir Alma. Finalement», et c'est plein de questions. Je me suis dit, comme si je le connaissais plus, en fait. En fait, on a une nouvelle relation à créer et j'avais besoin de cette sécurité de la convention pour me dire: «OK, si jamais, je sais pas, si jamais il se passe quelque chose, au moins, mais de mon côté aussi, voilà, au moins tous les 2 on a cette sécurité». Mais après et j'espère, de tout mon cœur que ça continuera comme ça, en effet, qu'on continuera à s'arranger tous les 2, que ce soit pour des week-ends comme tu disais ou même, voilà, pour elle, en fait, pour que ça soit cohérent pour elle parce que des fois, c'est pareil, je suis en train de penser, là, l'année prochaine, ce sera les grandes vacances. C'est un mois. Alors, j'ai vu que ce serait quand même bien de faire soit une semaine, 2 semaines. Enfin, sinon, c'est trop long, quoi, de la laisser Mmh. un mois avec son père, après un mois avec moi. Peut-être que lui pourra pas la prendre non plus pendant un mois parce qu'il travaille, donc il peut pas non plus poser. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent et je me dis en fait, si on peut continuer dans cette voie-là, c'est sûr que c'est mieux. Je trouve qu'au début, en fait, quand tu te sépares d'un coup, tu te dis peut-être qu'en fait la personne elle a complètement changé, tu sais pas ce qu'elle est capable entre guillemets de faire, tu sais pas dans quel mood elle est, si elle est énervée, si elle est. Et du coup pour moi c'était cette sécurité là de d'avoir ça valide. Après évidemment je prioriserai toujours la communication quand on peut et des fois même moi j'y arrive pas, hein, clairement, Mmh. mais après c'est vrai que j'ai espoir que ça soit toujours possible et que ça soit toujours le cas, quoi. Oui, oui, mais c'est tout à fait ce que tu dis, c'est vraiment un filet de sécurité et après, à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Il y a certains moments où vous en aurez besoin et d'autres moments où vous n'en aurez pas besoin. Et c'est sûr Mm. que le début de la séparation, c'est la période la plus critique. Et toi, finalement, je voulais aussi un peu revenir là-dessus. Ce que tu disais, c'est que ça vous a semblé évident un peu à tous les deux la manière dont ça allait se passer. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais concrètement, vous aviez un appartement dans une ville, vous étiez dans la région parisienne. Oui, Et finalement, quand vous vous êtes séparés, toi, tu es parti en fait oui, voilà, tu es retourné chez tes parents, il me semble. ouais, Ce qui fait que vous aviez quand même aussi des kilomètres d'écart c'est ça. entre En vous. C'est ça, quand on en parlait, avant de se séparer, moi, en fait, je lui avais évoqué l'idée de toute façon que ce serait moi qui aurais la garde parce que je travaille comme je veux, que de toute façon elle était à la crèche que 3 jours par semaine, le reste de la semaine, c'est moi qui la gardais à temps plein à la maison, que voilà, enfin, c'était même pour lui, il savait en fait que ça se passerait comme ça parce qu'il a pas forcément, la possibilité de la garder même en garde alternée et en fait, il savait aussi que de toute façon, je l'avais déjà évoqué avant avec lui, que j'allais déménager. En fait, j'allais retourner là où j'ai de la famille, là où j'ai du soutien, et si je devais la garder, là où je pourrais avoir du relais, etc. Et c'est en effet dans le centre, donc à 2h30 de là où on habitait. Et ce qui est très compliqué, si par exemple on a un mode de garde, enfin si on a la crèche, elle peut pas avoir de crèche. Enfin, pour moi c'était complètement aberrant. Là, ça devenait complètement compliqué et voilà. Et donc c'était presque sûr qu'en effet c'était moi qui allais partir entre guillemets avec elle, qui allait avoir sa garde. Et donc j'ai déménagé en effet. Là, j'habite chez mes parents à 2h30 d'où on habitait avant en fait. Voilà.
Et ça, c'est vrai que c'est la période la plus finalement, enfin une des plus complexes, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on a un peu une incertitude quand même. C'est un réflexe très fréquent hein, que quand on a une séparation, de retourner vers sa OK. famille. Ça rassure. Souvent, il y a des gens qui sont allés dans un endroit parce que leur compagnon a été muté ou l'inverse, hein, parce que leur compagne avait un travail. Et donc, en fait, on n'a personne, enfin, on n'a pas grand monde autour. Et donc, c'est pour ça que ce moment de la séparation, c'est assez délicat parce qu'on rabat toutes les cartes. Et c'est ce que tu disais, tu sais plus si tu connais vraiment la personne, tu sais pas si Mmh. tu es sur la même longueur d'onde, parce que de base, si vous vous séparez, c'est que forcément, voilà, il y a un conflit, il y a quelque chose qui va pas. Et même si votre enfant n'est pas à l'origine, ou même si c'est indirectement, voilà, mais c'est quand même une chose que vous devez régler. Et là où vous habitez, etc., c'est la première problématique, hein, parce Mmh. qu'effectivement, on peut pas faire de résidence alternée même à 1 heure de route, c'est pas envisageable. Il faut penser aux enfants. Ils ne vont pas passer leur temps dans les voitures pour aller à l'école le matin, Mmh. 2 heures de trajet par jour, c'est juste pas possible. Mmh. Donc voilà. Donc toi, tu as eu cette problématique au départ. Du coup, finalement, ça s'est plutôt assez bien passé, puisque bon, je pense qu'il y a aussi tout le contexte de la séparation qui intervient. Il y en a un qui a un peu plus aussi du fait de ta situation que tu travaillais moins, que tu la gardais beaucoup plus. Forcément, naturellement, ça s'oriente plus facilement. Mais ça peut être une période délicate pour d'autres personnes où vraiment, Bien là, sûr. c'est là que démarrent les difficultés et c'est là que c'est important de pouvoir avoir des vraies discussions sur des éléments juridiques réels. Donc voilà, si vous commencez à ce moment-là à ressentir que ça va pas du tout comme vous le souhaitez ou que ça commence à partir un peu mal, c'est là où il faut vraiment tout de suite vous faire accompagner parce que vous pouvez discuter sur des choses qui sont pas réelles, qui vont pas se passer devant un juge et du coup ça fausse totalement et ça peut entraîner des conflits très importants. Donc, toi, ça s'est plutôt bien passé par rapport à ça. Le Mmh. PAX aussi, ça s'est bien passé. Tu as pu y mettre fin rapidement. Ça, pareil, pour les gens qui sont paxés, sachez-le, c'est assez simple. Je pense que tu as fait un... Qu'est-ce que tu as Un choisi dépack. pour... Non, une dissolution de Pacs, pardon, oui. Ouais, tu as fait une dissolution à t'envoyer. Et puis Ouais, voilà. alors le Pacs, aussi simple pour le faire que pour le défaire, hein. C'est Mm. vraiment Voilà. ouais, non, je crois que c'est juste livret de famille, et envoyé à la mairie, comme quoi c'est pareil, je crois que c'est un petit formulaire, Ouais. enfin, à signer, comme quoi on souhaite, tous les 2 la dissolution de Pacs, à envoyer là où on l'a signé et on reçoit par courrier, la Voilà. dissolution. Il y a plusieurs méthodes, entre guillemets, selon que vous soyez d'accord pour mettre fin au Pax ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, accord, pas accord, la manière dont vous avez fait votre Pax, parce qu'avant, on pouvait le faire au greffe du tribunal, maintenant, c'est en mairie. Enfin voilà, peu importe, selon les situations, c'est vrai que c'est un mode de conjugalité qui est assez simple enfin, à arrêter, quoi. Donc pour ça, c'est Ça très me fait penser d'ailleurs à bien. l'homologation de la convention parentale. Par contre, moi j'ai beaucoup peiné à trouver comment faire parce que je voyais partout faire homologuer. Et j'étais là, ok, mais ça veut dire quoi? Est-ce que je dois passer enfin, est-ce que je dois avoir saisir le tribunal? Enfin, je savais pas vraiment s'il fallait qu'on se présente tous les deux, etc. Et au final, bon, c'était pas si compliqué que ça parce que j'ai été poser la question directement au tribunal, mais c'est pareil, je suis jamais rentrée dans le tribunal. Enfin, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à mes questions ou est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous? Je savais pas trop. Enfin, et en fait, du coup, il y avait une greffière, il me semble, qui a très bien répondu à mes questions, qui m'a dit toutes les pièces à apporter et je lui ai apporté le dossier directement et elle m'a dit qu'elle allait transmettre au juge pour qu'il homologue et j'ai reçu par courrier en fait. Oui, Donc donc c'est... pareil, on a l'impression que c'est très compliqué quand on n'y connaît rien, ce qui est normal. En fait, j'ai trouvé que c'était quand même assez simple, quoi. Oui. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas Voilà, c'est forcément ça. d'audience. Voilà. Mm. Il peut y en avoir une Oui, si le juge le demande, selon ce que vous oui, avez indiqué, parce que typiquement, si vous n'avez pas d'avocat, il peut y avoir des demandes complètement oui, inadaptées, hein. Voilà, ça c'est le risque. Donc du coup, forcément, si le juge veut entendre les parties ou veut comprendre quelque chose, il peut tout à fait vous convoquer, mais c'est pas une obligation. oui. Il y a pas mal de juges qui le font sur dossier, entre guillemets, que ce soit par avocat ou pas, ça c'est la même chose. Voilà. Donc, donc, on a abordé un peu toutes ces questions. Toi, donc, tu as déménagé assez rapidement, finalement. Oui, D'ailleurs, votre appartement, vous l'avez mis en vente tout de suite. Enfin, tous ces... ouais, on l'a mis en vente tout de suite, Île-de-France, donc ça s'est très bien vendu, sauf qu'on est Mm. encore dans les. Il est toujours pas vendu à l'heure actuelle parce que c'est long, Oui, parce que c'est long, le temps que la personne ait le prêt, etc.
Là, ça traîne encore, donc c'est pareil, c'est la chose qui nous lie encore, on va dire, puisqu'en plus on avait un compte commun, tout ça, donc pour fermer le compte, enfin, il y a toute une partie au niveau de l'appartement qui est encore en cours, donc ça c'est assez long, mais on a eu la chance en effet que l'appartement se vende tout de suite. Et en fait, moi, je suis restée dans l'appartement. Ah oui, je suis restée dans l'appartement puisqu'en fait, donc on s'est séparés en mai. Ma fille finissait la crèche fin juillet. Donc pour elle, j'ai voulu, même si bon, je sais pas si elle se rendait vraiment compte que la fin juillet c'était la fin de l'année scolaire, mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout de la crèche, etc. Donc je suis restée moi à l'appartement euh, quand en fait elle avait, c'est un peu compliqué parce qu'en fait moi donc je la gardais souvent le week-end et le lundi mardi comme elle avait pas crèche, et lui en fait revenait à l'appartement le mercredi, jeudi, vendredi, puisqu'il pouvait l'emmener à la crèche le matin, la récupérer le soir, mais forcément, comme il travaille, il pouvait pas la garder toute la journée du lundi, mardi. Donc en fait, on avait fait une espèce d'alternance comme ça pour qu'elle puisse rester dans l'appartement, pour qu'elle ait ses repères, et c'est nous en fait qui partions à chaque fois, et voilà. Donc on n'est pas resté habiter ensemble, hein. Ça a Ouais. vraiment été, comme je disais, violent. Donc du jour au lendemain, on n'était plus dans l'appartement ensemble, etc. Et par contre, elle a continué la crèche jusqu'à fin juillet. C'est à partir de fin juillet que je suis rentrée chez mes parents, du coup, puisqu'elle avait plus rien, enfin, qu'on n'avait plus rien à voir finalement dans cette ville, enfin voilà, et que j'ai décidé de déménager chez mes parents, oui. Ouais. Donc vous avez réussi malgré la violence de la séparation, malgré vos griefs entre guillemets d'adultes, là vous avez réussi à mettre ça un peu de côté pour pouvoir privilégier quand même son intérêt, qu'elle reste dans l'appartement le temps que tu puisses t'organiser, que lui puisse s'organiser. Donc ça c'est vraiment Ouais, positif. ça me semblait juste le plus simple à faire Mm. après. Enfin, on va pas se mentir, il y avait pas forcément de communication, hein. C'était il Mm. arrivait, je partais. Enfin, on lui parle beaucoup à elle. Mm. Mais on se parle peu en fait, et c'est toujours comme ça, hein. Je pense que enfin, c'est toujours comme ça actuellement, je parle. Ouais. C'est difficile, enfin moi c'est très difficile de lui parler, donc j'échange beaucoup par message parce que j'ai beaucoup de mal en vrai. Mais par contre elle, enfin je lui dis toujours, je lui parle de son papa même quand elle est avec moi. Je lui dis ah bah voilà, moi je vais y aller, papa arrive, etc. Mais entre nous on a donc du mal à se parler, donc on faisait le relais comme ça en lui expliquant à elle. Mm. Mais de toute façon, je pense qu'elle a senti aussi, hein, que nous, c'était Ouais. très froid, et du jour au lendemain, notre relation qui change complètement, c'est quand même bizarre. Ça a dû être très bizarre pour elle aussi, quoi. Bien sûr, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est important à souligner que c'est pas, enfin, même quand on a des conventions parentales, même quand on se met d'accord, ça veut pas dire que c'est facile en fait. Parce qu'il y a Non, certaines oui, personnes de l'extérieur qui peuvent avoir en tête, bah, toi, tu as réussi à te mettre d'accord, vous êtes bien pas sûr. en guerre, mais la personne va pas forcément vous expliquer ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse à Mm, titre personnel en tant que femme ou en tant qu'homme, et pas en tant que mère ou en tant que père. Et même en tant que mère ou père, j'imagine que c'était pas la vision idéale que tu avais de la mère. Est-ce que oh non. voilà, ça t'a forcément, je pense, beaucoup impacté. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est tellement récent que tu es encore enfin, dans cette problématique-là, entre guillemets, de pouvoir faire le deuil un peu de la mère que tu avais projetée et de la vie de famille que tu avais projetée surtout. Ouais, c'est plus la vie de famille parce qu'au final, la mère. Alors, déjà, avant d'avoir ma fille, j'ai jamais été très enfant, très maternelle, etc. Du coup, je me suis jamais projetée mère, et j'avais pas vraiment d'attente. Et au final, je trouve que je suis comme j'étais avant ma séparation. Je suis comme. Enfin, j'ai pas vraiment de changé avec elle. C'est plus ma vie de famille, oui, et enfin, la vision que j'avais de ma vie de famille, ça a totalement explosé. Évidemment, moi, quand j'étais la première à me dire, quand je vois des couples qui se séparent avec un enfant si petit, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprenais pas. Et en fait, bah, des fois, voilà, la vie, ça va pas toujours Mm. comme tu l'espères. Franchement, j'étais très loin de me dire que j'allais me retrouver seule avec ma fille. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc oui, c'est sûr que ça a été, et c'est encore un grand choc, quoi. Oui. Et est-ce que par rapport à ça, tu as eu, enfin, comment ça s'est passé avec l'entourage familial, amical, et peut-être est-ce que tu as eu
une autre aide extérieure. Donc ça, on a bien compris. Pas d'avocat pour Léa à ce stade. Désolée. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres repères? Est-ce que tu as vu par exemple une assistante sociale? Ou est-ce que tu en vois une? Parce que je crois que tu recherches aussi un logement. Donc ça, c'est un bon conseil avant que tu me répondes. C'est que vous pouvez avoir plusieurs personnes ressources, dont l'assistante sociale. J'ai réfléchi. Non, j'ai pas eu ce genre de démarche, mais c'est vrai que j'y réfléchis de plus en plus. Comme tu dis, enfin, encore une fois, hein, je pense que j'ai une image en tête pour moi, assistante sociale, limite, c'est égal à tu prends pas soin de ton enfant, donc elle va venir chez toi pour. Enfin, moi, j'ai que cette image-là de l'assistante sociale, quoi. C'est terrible. Et donc pour moi, c'est voilà, problème égal, tu vas voir l'assistante sociale. Enfin, donc en effet, il y a plein de choses, je pense, qui existent pour nous accompagner dans cette période-là. Et pour l'instant, j'ai pas forcément fait les recherches de ce côté-là. Pareil pour une psychologue, j'aimerais beaucoup être accompagnée dans ce sens-là. Et alors après, c'est pareil. En ce moment, j'ai aussi euh, toute une problématique au niveau de ma mutuelle, puisque du coup, j'étais sous sa mutuelle, etc. Donc il y a toute une partie santé, etc. Je me dis, il faut déjà que je règle mes propres problèmes administratifs pour pouvoir aussi faire ces démarches, parce que forcément, ça a un coût aussi d'aller voir ce genre de professionnel. Mais je sais que je veux y aller. Après, j'aimerais trouver quelqu'un forcément qui me convient, etc. Mais je sais que c'est hyper important. Pour moi, le seul soutien pour l'instant, ça a été vraiment mon entourage, ma famille, beaucoup, 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 puisque de toute façon, ici, ils font vraiment tout pour qu'on se sente bien. Mais en effet, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes et qu'on oublie, ou on se dit, oh, c'est pas forcément pour nous, etc. Alors qu'en fait, je pense que j'en aurais bien besoin, ouais. Mm. C'est vrai qu'il y a tout un tas de personnes ressources. Alors le psychologue ou le psychiatre, enfin peu importe, ça c'est vrai que c'est... Bah, nous dans le podcast, vous savez, on a eu Anne-Sophie Lepeder, je crois que tu as écouté J'ai adoré cet ces épisode, et épisodes. justement, c'est ce qui m'a. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, Léa, tu te dis depuis des mois qu'il faut que tu y ailles, il faut vraiment que tu prennes rendez-vous, quoi, parce que Mm. c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc, ouais, ouais, j'ai Ouais. j'ai adoré cet épisode. C'est vrai qu'il faut... c'est difficile parce qu'il y a tout un tas de choses à gérer en même temps, comme tu dis, Oui, de manière administrative, émotionnelle, etc. Et qu'à un moment, on est obligé de prioriser et que forcément, le côté administratif, financier passe en priorité puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Mais il y a tout cet aspect-là derrière qui finalement peut aussi vous permettre de mieux passer même la période administrative, etc. oui, Parce que enfin, voilà, ça peut vraiment être très très difficile, notamment, bon là toi tu as ton entourage, heureusement, qui est là pour toi, etc. Mais si vous vous sentez complètement désemparé, seul et tout ça, ça peut être aussi un bon moyen quand même d'avoir une première oreille attentive et d'un premier soutien psychologique pour le coup. Et de la même manière, on n'a pas besoin d'avoir des gros problèmes psychologiques pour voir des tout à psychologues, fait, tout à fait. etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, l'épisode qu'on avait fait, on en a fait deux avec Anne-Sophie Poder, vous pouvez les retrouver dans le podcast, un qui est plus axé parents et un qui est plus axé enfants. Et par rapport à Alma, comment est-ce que toi tu as... Enfin, comment tu as abordé la chose? Parce qu'elle était petite, vous vous êtes séparés, donc on a bien compris dans un contexte un peu du jour au lendemain. Mm. Donc vous avez du mal à communiquer, etc. Donc comment vous lui avez expliqué ce qui se passe? Déjà, est-ce que vous lui avez expliqué? Comment vous lui avez expliqué? Et comment elle le vit? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce que ça, c'est forcément une inquiétude Oui. qu'on a immédiatement après la séparation. Alors, oui, on lui a expliqué. Comme je disais, comme on est enfin, j'allais dire incapable, mais comme c'est compliqué de communiquer, on lui a expliqué chacun de notre côté. Quand on Mm. l'avait justement en alternance, on lui expliquait les choses. Euh, ouais, moi, déjà, je lui ai toujours beaucoup, beaucoup parlé, même quand elle était petite. On s'est séparés, du coup, elle avait 1 an et demi. Et en fait, ma fille, quand même, enfin, elle parle bien depuis très tôt. Ce qui fait que c'est aussi plus facile de lui parler parce que je sais qu'elle le comprend. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est vrai que quand on a un enfant qui a du mal à communiquer, des fois, on a un peu l'impression on perd l'habitude de vraiment tout lui dire parce que c'est pas naturel quand quelqu'un nous répond pas de tout communiquer. Et donc, du coup, j'ai cette facilité avec elle à vraiment tout, tout, tout lui dire. Donc, voilà, hein, quand je lui expliquais que qu'on allait déménager, enfin qu'on allait aller chez papy, mamie, etc. Là, je lui explique que je cherche une maison, que je cherche un logement, sans trop sans trop lui dire, parce que voilà, là, je sais pas quand est-ce que j'aurai un logement vraiment, donc je veux pas non plus. Mais j'essaye de faire à court terme
pour lui expliquer vraiment ce qui se passe, mais en même temps qu'elle soit préparée parce que vraiment j'ai remarqué pour tout l'importance de mettre les mots avant sur ce qui va se passer. C'est énorme, franchement, à cet âge-là. Quand quand je la prépare pas, ça a vraiment rien à voir. Ou quand par exemple on est surpris par un événement qui arrive, etc., que je peux pas la préparer, ça a vraiment rien à voir avec le fait d'anticiper, de lui répéter. Et même si quand je suis en train de lui parler, elle est en train de faire je sais pas quoi, elle écoute rien du tout ce que je lui dis, mais en fait elle écoute, elle entend, elle même si elle fait semblant de jouer ou quoi, je sais qu'elle écoute et je sais que enfin, voilà, qu'elle entend les mots. Donc je lui ai expliqué simplement les faits en fait de ce qui se passait, qu'on allait partir de l'appartement, etc., mais que ça avait rien à voir avec elle, que de toute façon elle verrait toujours papa et que je lui redis régulièrement et que bah, quand son papa l'a pas, il lui manque beaucoup, mais que de toute façon elle va l'avoir bien, elle va le voir bientôt, etc. Donc voilà, j'ai mis beaucoup les mots, mais j'ai fait aussi, je pense, des erreurs. Par exemple, au début, en fait, je lui disais, bah, papa va venir ce week-end te chercher, etc. Et en fait, je pense que j'avais omis de lui dire que moi, j'allais pas venir, en fait. C'était tellement dans ma tête tellement clair que de toute façon, bah oui, j'allais pas venir avec elle, qu'en fait j'ai oublié de lui dire. Et je pense que du coup, elle a eu cette période où elle pleurait de me voir partir ou de voir partir son père parce qu'en fait, elle se dit bah ok, il vient me chercher, mais en fait, je pense qu'elle se disait bah on repart ensemble quoi. C'est quoi le c'est quoi le problème? Et donc du coup, après j'ai vu la différence quand je lui ai vraiment dit par contre. Maman reste à chez papy et mamie, maman reste là, et je lui faisais répéter en fait. Je lui dis toi tu vas, mais qu'est-ce que je fais moi? Et elle me disait bah elle reste chez papy et mamie. Et donc je savais qu'elle comprenait, et là ça a été beaucoup 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 mieux. Et en fait maintenant elle s'est habituée quoi. Les enfants c'est tellement impressionnant à quel point ils s'habituent. Et voilà, quand on la voit, maintenant c'est naturel quoi, c'est quelque chose, qui j'ai la «chance» entre guillemets dans mon malheur de que ça soit arrivé très tôt, donc je pense qu'il y a des périodes où c'est peut-être plus compliqué aussi. Je sais pas quand ils ont 4 ans, 5 ans où c'est peut-être plus simple. Là, en fait, je me demande même si elle se rappelle que j'habitais dans l'appartement parce qu'en fait, il y a des photos que moi j'avais prises, des fois je lui montre où elle me dit: «C'est chez papa». Donc maintenant, parce que là, comme l'appartement est pas encore vendu, pour elle, c'est chez papa en fait maintenant quand elle y va. Et en fait, des fois, elle voit des photos où j'y suis, et j'ai l'impression qu'elle se dit, mais qu'est-ce que maman, elle faisait dans cet appartement, alors que c'était il y a pas si longtemps, mais en fait, il s'habitue tellement vite que c'est impressionnant. Par contre, tout, c'est sûr que je lui dis tout ce qui se passe, comme des fois où j'étais triste, où je lui disais aussi. Après, ce qui est compliqué, c'est que quand on est seul comme ça avec son enfant, on nous dit beaucoup aussi, bah maintenant, enfin voilà, comme j'étais dans une période pas bien avant, on me disait beaucoup, bah voilà, maintenant tu vas être libérée, tu vas être, toi aussi tu vas être mieux, et du coup ta fille sera mieux. Mais ok, je vais être mieux, mais peut-être pas là dans l'immédiat. En fait, là dans les 6 mois, pour l'instant, je suis pas mieux, quoi. C'est la catastrophe en fait dans ma vie. Et donc c'est dur de se dire qu'en fait, si tu vas mieux, ton enfant va mieux. Donc du coup, si tu vas pas bien, en fait, ton enfant va pas bien. Donc comment tu fais? T'es censé aller bien quand même pour le porter, quoi. Donc c'est un peu de pression aussi. Mais après, j'ai essayé de lui dire, voilà, des fois quand heureusement, on peut pas être triste tous les jours non plus, donc forcément il y a des jours où tout va bien et où je suis très heureuse, donc je lui dis aussi, mais quand il y a des jours où ça va moins bien et c'est compliqué, je lui explique aussi, quoi. Mais c'est sûr qu'ils comprennent tout, donc beaucoup, beaucoup leur parler, je trouve ça hyper important, quoi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que tu peux avoir une espèce de forme de culpabilité si on indique si ça va mieux, enfin si toi ça va, ta fille ça va aller, si lui ça va, ta fille ça va aller, ça te met une sorte de Mm. culpabilité quand tu vas mal. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, en tout cas de tous mes clients, de tous mes dossiers, etc., c'est que j'ai l'impression que ce qui est surtout le plus déterminant, c'est l'acceptation. Enfin, c'est surtout la confiance quand même, la communication, la confiance, et notamment dans les relations. Mais peut-être tu vas nous en parler quand l'enfant va chez l'autre parent. Le fait qu'il sente que le parent qui le laisse, entre guillemets, soit en confiance, enfin, qu'il n'y ait pas Oui. d'inquiétude particulière, c'est surtout ça Mm. aussi qui a un impact sur la manière dont l'enfant va se comporter. Parce que si l'enfant il voit une inquiétude du parent, et ben c'est là où on va avoir peut-être un peu des petits tracas. Alors tout ça, attention, je suis pas psy, etc. C'est juste mon ressenti, mon retour d'expérience des personnes avec qui je travaille, etc. Mais je note vraiment une différence quand il y a un parent qui a pas envie et a peur, plutôt qu'un parent qui certes est très fâché ou très triste ou voilà vraiment pas bien, mais par contre en ce qui concerne la relation parentale, elle quand même en accord avec ce qui se passe. Voilà, c'est ça en fait, c'est Mm. d'être en paix avec ce qui se passe, c'est-à-dire que
vous avez votre relation de couple, elle est ce qu'elle est, et vous, enfin, voilà, vous vivez ce que vous avez à vivre, Ouais. et c'est très, très compliqué, et bien évidemment qu'on ne peut pas aller mieux du jour au lendemain, mais vous restez un couple parental, vous le serez toute votre vie, et donc dans ce couple parental, on peut, enfin, en tout cas, essayer d'accepter ce qui se passe et être en accord avec ce qui se passe. Mmh. C'est-à-dire que le fait qu'elle voit son père, c'est tu es en accord avec ça, tu arrives à... Enfin, pour toi, c'est oui, c'est normal qu'elle Mmh. le voit, etc. Donc c'est en ça, je pense que ils peuvent s'adapter très facilement et trouver eux aussi que c'est normal du Mmh. coup. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, à mon avis. Par contre, enfin, moi, en ressenti, j'ai l'impression d'être bipolaire, quoi. Parce que, genre, dans mon fond intérieur, je suis énervée, je suis, voilà. Et quand c'est, oh, c'est papa qui vient te chercher, trop bien, vraiment, des fois, je me dis, mais, et je sais que c'est pour elle, parce que et c'est très difficile de faire cette différence entre ma relation avec lui et ça. Enfin, je me dis, elle, c'est son papa, elle aura toute sa vie une relation avec lui. Enfin, c'est une relation qui est différente. Peut-être qu'elle aura enfin des problématiques, mais ce sera ses problématiques à elle. Et j'ai vraiment pas cette angoisse, mais voilà, je veux vraiment pas que ça soit que notre relation déteigne sur sa relation à elle. En fait, je veux qu'elle se fasse sa propre idée, qu'elle se voilà. Et mais du coup, dans les faits, c'est vraiment étrange, quoi, parce que je suis énervée. Moi, j'ai envie de faire des remarques, des trucs, et je les fais dans ma tête ou voilà. Mais devant elle, c'est toujours et je le pense au fond de moi, en fait, parce que je sais qu'elle est très contente d'aller voir son père. Donc oh, il y a papa, voilà, c'est trop bien. Tu vas aller. Je sais. Enfin, c'est vraiment. Je le pense en plus. Mais c'est étrange, quoi, parce que il y a cette dualité de ce qu'on peut ressentir. De bien sûr, c'est hyper important qu'elle aille le voir et c'est son papa et et voilà, je sais que enfin moi en plus j'ai encore cette affection pour lui de me dire que je suis fière que ça soit son papa, etc. Mais en même temps d'être aussi ultra énervée de ce qui s'est passé entre nous et voilà, c'est très compliqué à gérer et c'est étrange, quoi. C'est très étrange. Et lui, enfin pas lui directement, mais quand il va, quand il prend Alma, etc., comment vous faites? Est-ce que vous avez du coup, vu que vous avez du mal à vous parler, tu lui fais un petit message, voilà, ça peut peut-être aider aussi les gens de savoir comment Mais vous arrivez ouais, à communiquer, même dans un contexte comme ça, très difficile dans vos relations. Notamment parce qu'elle est quand même toute petite, 1 an et demi oui. quand vous étiez séparés, il y a tout un tas de choses logistiques qui ne s'appliquent pas quand l'enfant a 12 ans, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, comment est-ce que vous avez fait? Alors au début, ce qui est très difficile, c'est que moi je suis quelqu'un qui enfin, j'ai l'impression du moins, qui communique quand même beaucoup et notamment sur elle, enfin voilà, limite j'aurais pu lui dire, bah, elle a mangé une pomme, par contre pas trop, elle a pas trop enfin j'aurais pu lui détailler sa journée et en fait, ce qui est difficile, c'est de se dire: «En fait, je vais pas lui détailler non plus sa journée comme avant» parce que c'est plus comme avant, quoi. On a plus cette forme où on échange tout, du moindre: «Ah, elle a fait ça, regarde». C'est ça qui est difficile aussi, c'est de se dire qu'en fait avant, on était 2 tellement fiers de enfin, on l'est toujours, mais c'est différent, on peut plus s'extasier pareil. Je vais pas lui envoyer un message tous les 4 matins en lui disant: «Regarde, elle a fait ça, c'est trop bien». Et en fait, c'est vrai que ça, c'est très compliqué aussi, d'être seul à voir tout ce que son enfant enfin, je veux dire, j'ai mes parents, j'ai ma sœur, etc., qui aussi sont autant à fond, mais c'est pas leur enfant, quoi. C'est difficile d'être seul pour voir toutes les réussites, comme tous les échecs, comme à partager seul, ça c'est très compliqué. Et du coup, au début, j'étais là, bon, est-ce que je lui dis juste, bah ça va, ou est-ce que je lui détaille, enfin, j'arrivais pas à faire ce juste milieu en fait. Et donc du coup, il me demandait, mais j'arrivais pas déjà à lui parler, donc je lui disais oui, tout va bien. Et et en fait, je pense qu'il a perdu un peu ce truc de me demander parce que je disais juste tout va bien et il voulait pas, enfin, je lui apportais pas d'infos, quoi. Donc, et en fait, j'ai eu un déclic quand il l'a pris pour les grandes vacances où je lui ai fait justement un message où je lui ai tout dit parce qu'avant on échangeait que 3 jours, etc. Donc il avait le temps de voir ce qui évoluait aussi. Je lui disais des petites choses, mais là en fait, j'allais la laisser. Elle est partie 2 semaines avec lui et je me suis dit en fait, il y a eu quand même de gros changements par rapport à la nourriture. Elle a mangé ça, elle a mangé alors que notre fille, elle mange tellement rien du tout que c'était important de le dire. Par rapport à la propreté, enfin, il y a des choses où voilà, il faut peut-être que tu lui achètes un pot parce que là, elle commence à me demander. Enfin, c'est des choses, moi, je peux pas ne pas dire, quoi. C'est tellement important pour elle, j'ai pas envie qu'elle se retrouve à demander alors qu'il y a pas de pot ou quoi que ce soit, puis pour lui qu'il soit pris de court. Enfin, c'est pas cool, quoi. Moi, vraiment, ça, en fait, enfin voilà, je me suis dit que là, il y avait certains points qu'il fallait que je lui dise absolument, et même au niveau de son éveil, qu'elle commençait à s'intéresser à énormément de choses. Enfin, du coup, je lui ai fait un long message pour lui faire toute cette passation.
Et là, j'ai bien vu qu'il m'a beaucoup remercié et qu'il m'a dit: «Bah, écoute, moi, ça me sert beaucoup parce qu'en fait, ça fait, j'avais eu mes 2 semaines avant, donc ça faisait 2 semaines qu'il l'avait pas vu et il se passe beaucoup de choses à cet âge-là en si peu de temps». Donc après, on a fonctionné comme ça, en se faisant des messages comme ça de passation. Des fois, quand on se voit, on arrivait à plus communiquer. Mais moi, c'est en fait, comme il y a des jours où tout va bien et comme il y a des jours où c'est l'enfer, bah, c'est pareil quand je le vois, quoi. Il y a des jours où tout va bien et donc je peux communiquer avec lui, lui demander: «Alors ça s'est passé comment? Vous avez fait ça? OK». Pour sa sieste parce qu'elle dort toujours pas, enfin, elle dort pas la journée, donc tu as fait ça pour sa sieste et cetera. Et il y a des jours où en fait, typiquement, la dernière fois quand je l'ai récupéré, je savais que ça allait pas, quoi. J'y suis allée, je savais que ça allait pas. Donc ça a été, bah, je la prends, tout s'est bien passé, OK, bon, bah, on dit au revoir papa et on y va, quoi. Et basta. Et j'avais pas la force de plus et c'était compliqué. Et donc, il y a des jours où ça va, il y a des jours où non. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que lui, je pense que cette fois-là, a pas compris pourquoi j'ai pas plus communiqué que ça et qu'en fait, j'en avais juste pas la force. Donc, c'est dur en fait parce qu'après j'ai pas lui envoyer un message: «Bon bah en fait désolé aujourd'hui j'étais pas bien», enfin donc en fait, on fait un peu, c'est un peu comme on peut, enfin moi je fais un peu comme je peux, je pense que lui aussi fait un peu comme il peut. Mais on essaye quand même sur les grosses choses de se dire, «Bah écoute, là elle commence à manger ça, donc si tu peux tenter de faire ça, ça, ça». Voilà, mais après moi des fois je me dis: «Bon écoute, je suis pas obligée non plus de rentrer dans les détails, des détails ultra, ultra poussés, il va bien s'en rendre compte». Et voilà, donc c'est dur de faire ce juste milieu, mais bah, de toute façon, je suis encore là, on est encore en ajustement, donc pour moi, en ce moment, je priorise quand même les messages et parce que c'est difficile parfois de parler, comme je sais pas comment je saurai quand je vais la récupérer ou quoi, j'essaie quand je suis dans un «bon jour» entre guillemets, de poser toutes mes questions, de lui écrire et après, de faire des passations comme ça, en fait. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne méthode. Alors, toi, vous arrivez quand même à communiquer comme ça, communiquer comme ça. C'est vrai qu'il y a il y a des cas où des personnes se bloquent sur les téléphones. Enfin voilà, on a des cas extrêmes, bien sûr. Oui, Encore une fois, c'est qu'un témoignage et ça nous aide, mais c'est pas applicable bien sûr, ouais. à toutes les situations. D'ailleurs, petit point juridique par rapport à ça. On va faire un petit jingle quand je vais Est-ce qu'on intervenir. peut bloquer son conjoint? Enfin son ex? Voilà, peut-on bloquer son conjoint? Ce n'est pas recommandé, ça c'est quoi. Non, non, non. Pas juridique, mais pas recommandé. Non, mais par contre, l'autorité parentale conjointe, ça c'est important, enfin juste que j'aborde cette question. C'est-à-dire que même si vous êtes séparés, vous restez parents et donc vous exercez l'autorité parentale en commun. La plupart du temps, on ne commence pas à faire des petits cas particuliers. La plupart du temps, c'est comme ça. S'il y a d'autres cas, violence, etc., je n'en parle pas. Donc, l'autorité parentale en commun, ça signifie que vous devez vous tenir informé réciproquement des éléments importants. Donc là, toi, tu le fais largement. En plus, un bébé d'un an et demi, c'est encore différent. Mais de manière générale, je veux dire, si votre enfant, ce n'est pas parce que vous avez la résidence, par exemple, Mmh. enfin la garde dans le langage courant, nous en termes juridiques on parle de résidence, mais ce n'est pas parce que vous avez la garde que vous avez le monopole des décisions ou que vous avez la décision et puis l'autre éventuellement on le prévient une fois sur deux ou pas. Si votre enfant est tombé à l'école, se retrouve à l'hôpital, si vous devez l'emmener voir un spécialiste, s'il doit voir un psychologue, si vous devez l'inscrire à une école particulière, peu importe que vous ayez la résidence ou pas, ça reste un parent, on ne dénature pas ce rôle et donc il faut vraiment un échange entre vous, il faut que vous soyez d'accord en fait. Alors, Mmh. il y a tout un tas de décisions qu'on prend tous les jours et qu'on va pas. Je voudrais emmener Alma faire un cours de peinture. Non, tu vas pas aller lui demander Mmh. son autorisation. Je veux dire, c'est un degré. Il y a certaines décisions où on suppose que l'autre est d'accord, évidemment. Mais il faut quand même se tenir informé et l'accord de l'autre est bien souvent légalement nécessaire. C'est important de le préciser. C'est pas qu'en résidence alternée qu'on est les deux à décider. On le fait Mmh. dans tous les cas. Petit aparté terminé. Donc voilà, par rapport à ça, je voulais aussi te demander, est-ce que, là c'est encore récent, mais je pense que, est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à cette situation? J'imagine que là, en ce moment, c'est plus des inquiétudes dans le sens administratif, te trouver un logement, pouvoir reconstruire un peu quelque chose, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas? Je sais par exemple que tu te retrouves du coup maman célibataire, ça implique tout un tas de choses.
Bah, tu lui disais tout à l'heure, c'est difficile de ne pas partager forcément les bons moments. Est-ce que tu as aussi cette angoisse quand elle est chez son père de rater des moments? Est-ce que au contraire tu te sens bien? Parce que alors ça, si je le sais un peu déjà, parce que j'ai vu passer, un post et que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant, l'idée de dire quand je suis pas avec mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a certains parents qui n'envisagent pas la possibilité même de laisser leur enfant à l'autre, en fait. Pas parce que c'est l'autre, mais parce que ça veut dire que l'enfant ne sera pas avec eux par rapport à ça. Alors en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je l'ai H24, tous les jours, Oui, tout le temps. Depuis, et enfin, déjà, je l'ai eu aussi depuis sa naissance. J'ai pris mon congé maternité, ensuite j'ai pris un congé parental. Je l'ai mis à la crèche à partir de 7 mois. Elle allait que 3 jours à la crèche par, jusqu'à juillet dernier, pendant un an. Et ensuite, donc depuis que j'ai déménagé, je l'ai tout le temps. Donc là, j'ai essayé, j'ai pas eu de place en crèche. Elle va en crèche de temps en temps, mais c'est vraiment de la garde ponctuelle. Mais sinon, je l'ai vraiment toute la journée. Enfin, c'est c'est une prolongation de moi-même, en fait, cet enfant. Elle dort avec moi. On est encore en cododo. En plus, là, chez moi, du coup, bah, forcément, je suis retournée dans ma chambre. Il y a pas de chambre pour elle, etc. Euh, le soir, c'est pareil. Il faut que je sois avec elle pour qu'elle dorme. Et si elle se réveille et que je suis pas dans le lit, voilà. Donc, je suis collée avec elle tout le temps, tout le temps. Elle fait pas de sieste la journée. Donc, je suis avec elle vraiment, vraiment toute la journée, tout le temps. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins ce truc de je vais la laisser, je vais perdre du temps avec elle. J'en passe tellement, en fait, et je prends tellement toute mon. Enfin, voilà, je profite tellement d'elle tout le temps que franchement, quand c'est 2 jours. Alors, la semaine là, de vacances, c'était plus compliqué, hein, parce que ça fait très bizarre. Et c'est bizarre, mais quand c'est 2 jours, ça passe tellement vite parce qu'en fait, je me fais des to-do où je me dis, attends, il faut que je fasse ça, 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 faut que je tourne telle vidéo, des choses que je peux pas faire quand elle est pas là, quand elle est là. Et du coup, en fait, ces 2 jours passent très très vite, ça c'est sûr, et j'en profite aussi parce que je peux faire des choses que je ne peux pas faire, sinon. Mais en fait, je profite parce que je sais qu'elle revient. Si je savais que c'était plus long ou si je suis dans la certitude, peut-être là, ce serait l'angoisse. C'est que je suis très sereine en sachant qu'elle s'éclate chez son père, je le sais très bien, et que voilà, et qu'elle va revenir et que j'aurai encore toute la semaine d'après pour profiter d'elle au maximum. Donc c'est pour ça que je suis hyper sereine de la laisser, et que ça me fait du bien aussi de faire des choses que je peux pas faire si elle est là. ouais. Et ça, c'est un ressenti que je note souvent au cours, par exemple, quand j'ai des clients, bah, vous vous en doutez, parfois dans des situations conflictuelles, problématiques, ça peut durer quand même plusieurs mois, si ce n'est un petit peu plus. Et parfois, on m'évoque la question aussi de finalement, c'est aussi bien de partager un peu, enfin, que ce soit la charge mentale ou même le temps de présence de l'enfant. À un moment, des fois, ça peut devenir une aide, en fait. Mm. C'est pas il faut s'enlever cette culpabilité aussi de se dire ben, on est mère ou père à tout prix, il faut qu'on ait notre enfant à 100%, comme ceux qui ne sont pas séparés, etc. Une fois qu'on est séparés, ça peut aussi être un peu. Enfin, il peut y avoir des côtés Mm. positifs aussi à ça. Là, elle est encore petite, etc. Mais j'ai enfin, pas mal de personnes qui, au final, au fil du temps, etc., ils trouvent des points positifs, ou même j'ai des mamans ou des papas qui voudraient que l'autre prennent une place plus importante pour pouvoir avoir un partage aussi plus important. Donc, il faut bien avoir en tête que tout est possible en fait. Il n'y a pas de règle, encore une fois, sur ce qu'on est censé ressentir en laissant son enfant ou sur ce qu'on est censé ressentir si on n'a pas de culpabilité à le Ouais. laisser une semaine, et ben c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a pas de règle. Non, je Voilà, suis on peut d'accord. trouver. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et au final, moi, ça, c'est vrai que je trouve que c'est terrible, mais genre, quand au début, je me suis dit, on va se séparer, etc., il aura un week-end sur deux, je me suis dit, mais en fait, il y a un week-end sur deux que j'aurai pour moi. Dans ma tête, je me suis dit, et j'ai trouvé ça terrible parce que je me suis dit, mais tu te rends compte que je suis obligée d'en arriver là pour me dire qu'en fait, je vais pouvoir enfin avoir du temps pour moi que j'ai pas eu depuis un an et demi, quoi. Et je me suis dit, dans un sens, c'est terrible parce qu'évidemment que j'aurais pas voulu cette situation et que j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais au moins, j'ai ce temps qui est tellement précieux quand t'as un enfant, d'avoir du temps pour toi, profites-en, quoi, parce que c'est et puis voilà, cette situation rééquilibre aussi les choses parce que bah quand il est avec elle tout le temps, toute la journée. Et il m'a dit aussi, en fait, je comprends aussi ce que tu me disais de d'être toute la journée avec elle, bah à quel point elle s'arrête pas, quoi, à quel point c'est épuisant, à quel point c'est compliqué.
Et voilà, et dans ce sens-là, bon, je lui ai dit, elle a quand même 1 an et demi, moi je l'avais quand elle avait 6 mois, c'était plus compliqué aussi. Mais c'est ce qui est bien, c'est que ça rééquilibre un peu et il se rend compte, bah oui aussi, de toute l'implication que tu dois avoir quand tu l'as, autant quoi. C'est ça. Et à l'inverse, pour ceux qui n'ont pas la résidence de l'enfant comme Ouais. toi, ça peut aussi être difficile de se dire, bah, je passe de voir mon enfant Ouais. tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, je vais le voir tous les 15 jours et les moitiés des vacances. Alors encore une fois, petit aparté juridique, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça, mais bon, il y a certaines situations où c'est comme ça que c'est le mieux pour tout le monde. Et dans ces cas-là, il faut aussi vivre avec ça, essayer de passer au-dessus et transformer les moments de quantité, entre guillemets, en Mmh. qualité. Il y a tout un tas, pareil, de parents qui se révèlent au moment de la séparation, ça je l'ai très souvent, c'est-à-dire qui d'un coup, en fait, se rendent compte que passer du temps avec leur enfant, c'est extrêmement important et qui changent totalement leur manière d'aborder les choses avec leur enfant, puisqu'il n'y a plus personne, en fait, à Mmh. côté pour éventuellement faire le lien ou le soutien et qui du coup ont une relation totalement différente, peut-être moins longue, mais tout aussi importante et tout aussi forte. Enfin, ça c'est important aussi de le préciser, c'est que la quantité ne fait pas forcément la qualité et Tout à fait, ouais. inversement. Il faut que tout le monde il trouve son compte de toute façon une fois que ça arrive. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un bon point de ta situation. Est-ce que tu as quelque chose qui t'avait marqué, que tu voudrais peut-être partager, ou est-ce que tu penses qu'on a abordé un peu tous les points? On rappelle, tu viens de te séparer entre guillemets, donc il y a tout un tas de problématiques qu'on n'a pas forcément abordées. Peut-être d'ici 1 an ou 2, si tu veux revenir Oui. témoigner sur d'autres problématiques. Voilà, une troisième personne qui arrive dans l'histoire, voilà, l'enfant qui grandit. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver par la suite. Mais en tout cas, en l'état actuellement, est-ce que tu penses est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, des conseils, ce qui toi t'a aidé? Ouais, c'était ce à quoi je pensais, ce qui m'a aidée c'est une question encore, à laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'ai l'impression que je suis pas en plein dedans et que je cherche encore des choses pour m'aider. Mais ce que je dis souvent, ce qui m'aide, c'est de me raccrocher à ma fille parce que elle vit au jour le jour, chaque jour est chaque jour est différent de la veille. Donc c'est vraiment, je trouve que se raccrocher à son enfant quand on l'a évidemment, c'est ce qui me fait aussi aller de l'avant, quoi. Je veux dire, la première chose que j'ai fait, c'était la rentrée, je lui ai cherché des activités, j'ai cherché à faire des choses avec elle. Je me suis dit, ok, bon, bah, maintenant on a cette vie, maintenant on est plus à la campagne, on va profiter d'être dehors. Enfin voilà, vraiment se raccrocher au jour le jour et à son enfant et à ce qu'on peut faire avec lui. Après, forcément, si on a du soutien de sa famille et de son entourage, c'est top. Le genre de choses qui m'aident aussi, comme je disais, c'est les partages donc que ce soit d'expériences de vécu ou d'accompagnement comme tu le fais avec ce podcast. Et j'aimerais bien qu'il y ait une liste de choses comme ça qui existent parce que par exemple, si tu m'avais pas contacté, j'aurais jamais découvert ton podcast. Donc c'est vrai que c'est des choses hyper intéressantes qui doivent exister, mais qui sont pas forcément à notre portée quand on est dans cette situation et on n'a pas forcément le courage de taper comment bien se séparer, comment se remettre de voilà. Enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, ouais, ce genre enfin ton podcast en tout cas, notamment les 2 épisodes avec la psychologue et aussi le partage d'expérience de la personne qui divorçait, ça m'a beaucoup aidé et ça me fait me sentir moins seule dans cette transition, donc c'est hyper important. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, il y a souvent cette solitude un peu qui revient, où on se retrouve, même si on a beaucoup d'amis, par exemple, même les personnes qui ont beaucoup d'amis ou beaucoup de familles, c'est quand même quelque chose qui est très intime, qui est différent selon les gens, et on a des fois pas forcément envie d'en parler à ces personnes, et en même temps, on aimerait être écouté ou trouver des ressources, des choses qui nous aident. Mm. Donc tout ça, c'est normal, c'est une période compliquée. Et tant mieux. Et merci en tout cas pour ton Bah, témoignage avec aujourd'hui. Je suis sûre plaisir. que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Donc un grand merci pour ça. Et puis peut-être d'ici quelques temps, on fera Mais oui, un avec petit plaisir. retour d'expérience. Bon, et ben, en tout cas, merci. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère Merci un petit beaucoup. logement bientôt. Et puis à À bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous laisser un avis et ou un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Ça nous aide beaucoup et ça nous soutient. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, on a un compte pour le cabinet Wave Avocat.
Et on a aussi un compte pour ce podcast, Je peux pas, j'ai avocat. Pareil, on a une chaîne YouTube, Je peux pas, j'ai avocat, sur laquelle on publie une vidéo par semaine en plus de cet épisode. Et on est aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.